On nous a tous raconté la légende des 300 Spartiates, ces héros grecs qui se sont sacrifiés pour retenir l'empire perse. C'est une belle histoire. Hollywood l'adore. Mais laissez-moi vous poser une question brutale. Que valent 300 hommes quand la France possède un guerrier capable de faire la même chose, absolument seul? Oubliez les mythes antiques, oubliez les films à effets spéciaux. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la réalité historique la plus violente et la plus incroyable de notre passé militaire. Nous sommes en 1503. L'armée française est en déroute. Elle est traquée, épuisée, au bord de l'anéantissement total. En face d'elle, la machine de guerre la plus redoutable de l'époque, l'armée espagnole. Ils sont nombreux, ils sont frais, et ils sentent l'odeur du sang. Entre ces deux armées, il n'y a qu'un pont étroit qui enjambe le fleuve Garigliano. Si les Espagnols passent ce pont, c'est le massacre assuré. C'est la fin de l'armée française. C'est une humiliation nationale. Mais sur ce pont, ce jour-là, le destin n'a cessé d'être une question de mathématiques. Les Espagnols pensaient marcher sur des cadavres. À la place, ils se sont heurtés à un mur fait d'acier, de chair et d'une fureur qui dépasse l'entendement. Ils ont trouvé un homme qui a décidé, contre toute logique, que personne ne passerait. Cet homme, c'est le chevalier Bayard. Et ce qu'il a accompli ce jour-là n'est pas juste un acte de bravoure, c'est une leçon de terreur infligée à l'ennemi. Comment un seul homme a-t-il pu tenir tête à 200 soldats d'élite? Comment a-t-il transformé une défaite certaine en l'une des plus grandes pages de gloire de l'héritage de fer? Préparez-vous, car nous allons plonger au cœur de la mêlée. Vous allez comprendre pourquoi, pendant des siècles, le monde entier a tremblé face à la charge d'un chevalier français. Pour comprendre la dimension surhumaine de ce qui va se passer, il faut d'abord effacer de votre esprit l'image romantique des tournois de chevalerie. Oubliez les drapeaux qui claquent au vent, sous un soleil radieux, et les dames qui applaudissent dans les tribunes. La réalité de la guerre d'Italie, en cet hiver 1503, est un cauchemar froid, humide et sale. C'est un enfer de boue où les hommes pourrissent sur pied avant même de combattre. Le royaume de Naples est le théâtre d'un duel de titans entre la France de Louis XII et l'Espagne de Ferdinand d'Aragon, deux superpuissances qui se disputent la domination de l'Europe. Et à ce moment précis de l'histoire, la balance penche dangereusement du côté espagnol. L'armée française, jadis si fière, est en pleine décomposition. Les lignes de ravitaillement sont coupées, les soldes ne sont pas payés, et une épidémie silencieuse ravage les rangs. Les hommes ont faim, ils ont froid, le moral est brisé. L'ordre a été donné de se replier vers la forteresse de Gaète. Ce n'est pas une retraite stratégique, c'est une fuite désespérée pour la survie. Imaginez des milliers d'hommes, hagards, traînant leurs bottes dans une boue collante qui aspire chaque pas, sous une pluie glaciale qui ne cesse jamais. Les chariots d'artillerie, la fierté de la France, s'enfoncent dans les ornières. Les chevaux s'écroulent d'épuisement. C'est une armée fantôme qui longe la rive droite du Garigliano, ce fleuve capricieux qui est devenu une frontière naturelle entre la vie et la mort. Sur la rive gauche, l'ennemi observe. Et quel ennemi? L'armée espagnole est dirigée par un génie militaire, Gonzalve de Cordoue. Surnommé le Grand Capitaine, il est froid, calculateur, et il sait que son heure est venue. Il voit les feux de camp français s'éteindre un à un. Il sent la peur flotter au-dessus du fleuve. Pour lui, les Français ne sont plus des adversaires, ce sont des proies. Il a donné l'ordre à ses troupes de se tenir prêtes. Il ne veut pas simplement gagner une bataille,
Il veut anéantir l'héritage militaire français pour les décennies à venir. Il veut une victoire totale, absolue, humiliante. Le plan espagnol est d'une simplicité mortelle. Ils ont repéré un point faible, le pont. Ce fameux pont du Garigliano. C'est un point de passage étroit, vital pour les manœuvres. Les Espagnols ont secrètement assemblé des pontons, des barques reliées entre elles, pour lancer une attaque surprise, traverser le fleuve en amont et prendre l'armée française à revers. Si cette manœuvre réussit, l'armée française sera prise en étau et massacrée jusqu'au dernier homme. C'est là que le destin intervient. Ou plutôt, c'est là que Pierre Terrail, seigneur de Bayard, entre en scène. Bayard n'est pas un général. Il n'est pas là pour déplacer des pions sur une carte dans une tente chauffée. C'est un homme de terrain, un capitaine de cavalerie qui vit et dort avec ses hommes. À cet instant, il est positionné près du pont, en arrière-garde. Il sent que quelque chose ne va pas, l'instinct du prédateur. Alors que le gros de l'armée française tente péniblement de transporter l'artillerie lourde plus loin, Bayard, lui, reste vigilant. Il est accompagné d'un écuyer fidèle, le Basque. Soudain, au milieu du bruit de la pluie qui frappe l'eau sombre du fleuve, ils entendent autre chose. Un bruit métallique, rythmé. Le cliquetis des armures qui s'entrechoquent, le pas lourd de centaines de chevaux de guerre. Bayard plisse les yeux dans la brume matinale, et il les voit. Ce n'est pas une patrouille d'éclaireurs, c'est une avant-garde de choc. 200 cavaliers espagnols, l'élite de l'élite, suivis par des fantassins. Ils ont franchi le fleuve sur les pontons, et ils foncent droit vers le pont principal pour couper la retraite française. Ils sont à quelques centaines de mètres. L'alerte n'a pas été donnée. Le camp français dort encore, ou prépare ses bagages dans le désordre. Si ces cavaliers traversent le pont, ils vont fondre sur les troupes françaises désorganisées, comme des loups dans une bergerie. Ce sera un carnage. La situation est mathématiquement impossible. 2 hommes contre 200. La logique militaire, la logique de survie, dicte de faire demi-tour, de galoper vers le camp pour donner l'alarme et de se préparer à une défense de groupe. N'importe quel soldat sensé aurait fui. Mais Bayard n'est pas n'importe quel soldat. Il analyse le terrain en une fraction de seconde. Il voit le pont. Il est étroit, très étroit, à peine assez large pour laisser passer 2 chevaux de front. Ses rives sont boueuses et impraticables pour la cavalerie lourde. Une idée folle, suicidaire, traverse l'esprit du chevalier. Ce pont n'est pas un passage, c'est un goulot d'étranglement, c'est un piège. Si l'ennemi s'y engage, il perd son avantage numérique. Les 200 Espagnols ne pourront pas attaquer tous en même temps. Ils devront venir un par un ou 2 par 2. Bayard se tourne vers son compagnon, le Basque, et prononce des mots qui résonnent encore dans l'histoire militaire. « Mon ami, allez vite chercher du secours au camp. Dites-leur de venir. Pendant ce temps, je vais garder le pont. Je vous promets qu'ils ne passeront pas tant que je serai en vie. » Le Basque hésite une seconde, regardant son maître avec effroi. Il voit la détermination glaciale dans les yeux de Bayard. Il sait qu'il ne peut pas le faire changer d'avis. Il tourne bride et part au galop chercher des renforts. Bayard est seul. Il est seul face à la puissance montante de l'Europe. Il ajuste son aume. Il vérifie la sangle de son bouclier. Il dégaine son épée. Pas une épée de parade, mais une lourde lame de guerre, ébréchée par des années de combat, une extension de son propre bras. Il avance son cheval au milieu du pont, bloquant totalement le passage. Il est une statue d'acier, immobile, sous la pluie battante. En face, les Espagnols approchent.
Ils voient cette silhouette solitaire. Au début, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ralentissent. Ils s'attendent à voir surgir une armée derrière lui. Mais non, il n'y a personne, juste un cavalier français, l'épée au clair, qui les attend. Un rire parcourt les rangs espagnols. Ils sont 200. Ils sont vainqueurs, avant même d'avoir combattu. Ils pensent que ce Français est fou, qu'il cherche une mort honorable ou qu'il est perdu. Le commandant espagnol donne un ordre bref. 2 cavaliers se détachent du groupe pour aller nettoyer le passage. Ils s'élancent au trot, puis au galop, leurs lances baissées, sûrs de leur coup. Ils pensent empaler ce fou et continuer leur route vers la gloire. Ils ne savent pas encore qu'ils ne foncent pas vers une victoire facile. Ils foncent droit dans la gueule du lion. Le choc est imminent. L'air se charge d'électricité statique. Bayard ne bouge pas. Il attend le dernier moment, l'instant critique où l'adversaire ne peut plus changer de trajectoire. Il respire calmement. Ses muscles se tendent sous les plaques de métal. Tout son être est focalisé sur une seule chose, le point d'impact. C'est ici, sur ces planches de bois glissantes, que la légende va s'écrire. Non pas avec de l'encre, mais avec du sang. Le premier cavalier espagnol arrive à sa hauteur, persuadé d'en finir. Bayard éperonne sa monture. Le temps semble ralentir. L'héritage de fer est sur le point de s'abattre. Le premier choc est d'une violence inouïe. Bayard ne se contente pas de parer le coup. Il l'absorbe, le dévie et riposte dans le même mouvement fluide, presque surnaturel. Sa lame s'abat avec une précision chirurgicale. Le premier Espagnol s'effondre, désarçonné, son armure incapable de le protéger face à une telle force brute, avant même que son corps ne touche les planches humides du pont. Bayard a déjà pivoté. Le deuxième cavalier, surpris par la chute soudaine de son compagnon, hésite une fraction de seconde. C'est son arrêt de mort. Bayard fond sur lui comme un aigle. Un coup puissant, direct, imparable. Le deuxième Espagnol bascule dans les eaux grises et tumultueuses du Garigliano. En quelques secondes, le rire des Espagnols s'est éteint. Le silence retombe sur le pont, seulement troublé par le souffle court du chevalier français et le bruit de la pluie. Les Espagnols, stupéfaits, réalisent que ce n'est pas un fou qu'ils ont en face d'eux. C'est un maître d'armes. Mais ils sont encore 198. L'effet de surprise passé, la colère monte. Ils se sentent humiliés par cet obstacle dérisoire. « Tuez-le! Écrasez-le » hurle le capitaine espagnol. Cette fois, ils ne prennent plus de gants. 4 cavaliers s'avancent, se gênant presque sur l'étroit passage, cherchant à submerger le Français par le poids du nombre. Mais c'est exactement ce que Bayard avait prévu. Le pont est son allié. Le terrain est son arme. Les Espagnols ne peuvent pas l'encercler. Ils sont obligés de s'empiler, de se gêner mutuellement. Leurs chevaux glissent sur le bois mouillé. Bayard, lui, est ancré. Il devient une machine à tuer, méthodique et implacable. Le combat qui s'engage alors dépasse l'entendement humain. Ce n'est plus de la tactique, c'est de la boucherie rythmée. Clang, un coup d'épée paré, clang, un coup porté, un cri, un homme qui tombe. Bayard est partout à la fois. Son épée semble être vivante. Il frappe à droite, part à gauche, utilise son bouclier comme un bélier pour repousser un cheval, tranche une sangle, perce une cuirasse. Il ne se bat pas comme un homme qui veut survivre. Il se bat comme un homme qui refuse, par pur principe, de reculer d'un seul millimètre. Les minutes passent et deviennent des heures. Les cadavres espagnols commencent à s'empiler devant lui, formant une barricade macabre qui gêne encore plus les assaillants. Les Espagnols
furieux, changent de tactique. Ils envoient des fantassins, des piquiers, pour essayer de tuer son cheval. Bayard comprend le danger. Il fait reculer sa monture jusqu'à l'entrée du pont, côté français, pour éviter d'être encerclé, tout en gardant le goulot d'étranglement verrouillé. Il descend de cheval. Désormais, il combattra à pied. C'est un changement fondamental. À cheval, il était une tour. À pied, il devient un roc. Il plante ses bottes dans la boue, le dos tourné à son propre camp, face à la marée espagnole. Imaginez l'épuisement physique. Essayez de lever un marteau lourd à bout de bras, encore et encore, pendant 10 minutes. Vos muscles brûlent, vos poumons crient. Bayard fait cela avec une épée de guerre, portant une armure complète de 30 kilos, depuis ce qui semble être une éternité. La sueur lui brûle les yeux, le sang de ses ennemis macule son acier, mais son bras ne faiblit pas. Chaque fois qu'un Espagnol s'approche, il est repoussé avec une violence terrifiante. Bayard utilise tout, la garde de son épée pour frapper les visages, ses gantelets d'acier pour assommer, ses épaules pour bousculer. Il rugit, interpelle les Espagnols, les défie. « Venez, venez donc chercher votre mort. Est-ce là tout ce que l'Espagne a de meilleur ?» Il entre dans une transe guerrière, cet état second connu des soldats d'élite, où la douleur disparaît, où la peur n'existe plus, où seul compte le rythme hypnotique du combat. Les Espagnols commencent à avoir peur, une peur superstitieuse, irrationnelle. Ils se signent avant d'avancer. Ils murmurent entre eux que ce n'est pas un homme, mais un démon sorti des enfers, ou peut-être l'archange Saint-Michel, en personne descendue pour protéger la France. Comment un être humain peut-il encaisser autant de coups, parer autant d'attaques et rester debout? Il voit son armure cabossée, rayée, couverte de traces d'impact. Il voit le sang couler de ses jointures. Mais il est toujours là, immobile, terrifiant. Le moral espagnol commence à se fissurer. Ce qui devait être une charge glorieuse est devenu un piétinement honteux. Les soldats à l'arrière de la colonne ne voient pas ce qui se passe. Ils poussent, ils crient, créant la confusion. Ceux qui sont au contact avec Bayard reculent, terrifiés par la faucheuse française. Le pont du Garigliano est devenu un hachoir, où l'orgueil espagnol vient se briser vague après vague. C'est dans ces moments-là que l'on comprend la vraie nature de l'héroïsme. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la domination totale de l'esprit sur la matière. Bayard ne défend pas seulement un pont, il défend l'honneur de toute une armée en déroute. Il achète du temps. Chaque seconde qu'il gagne est une seconde de vie pour ses camarades qui se replient. Chaque coup qu'il porte est un message envoyé à l'ennemi. La France peut être vaincue, elle peut être affamée, elle peut être trahie, mais elle ne se rendra jamais sans un combat féroce. Soudain, le rythme change. Les Espagnols, exaspérés, décident d'en finir une bonne fois pour toutes. Ils regroupent leurs meilleurs hommes d'armes, les vétérans les plus endurcis, pour une charge coordonnée, à pied. Ils s'avancent en murs de boucliers, hérissés de piques et d'épées, décidés à écraser Bayard sous le nombre, à le piétiner purement et simplement. Bayard est seul, à bout de souffle. Il voit ce mur de fer s'approcher. Il sait qu'il ne pourra pas les repousser tous, c'est la fin. Il serre la poignée de son épée, prêt à mourir, mais prêt à emmener le plus d'ennemis possible avec lui dans la tombe. Il ne recule pas. Il ancre ses pieds une dernière fois. Mais alors que les premiers fers espagnols vont le toucher, un bruit sourd se fait entendre derrière lui. Un grondement qui couvre le tumulte de la bataille et le fracas de la pluie. Le sol tremble. Ce n'est pas le tonnerre,
C'est le bruit le plus doux qu'un soldat encerclé puisse espérer entendre. Le martèlement des sabots français. Le fidèle écuyer n'a pas échoué. Il a alerté le camp. Et ils arrivent. Une centaine de gendarmes français, la fine fleur de la chevalerie, galopent à bride, abattus vers le pont. Ils ont vu, de loin, cette silhouette solitaire qui tenait tête à une armée. Ils ont vu l'impossible se réaliser sous leurs yeux. Et cette vision a électrisé leur sang. La fatigue, la faim, la défaite, tout a disparu. En voyant leur champion résister seul face à la mort, une rage vengeresse s'est emparée d'eux. Ils arrivent comme une tempête. Bayard, Bayard. Le cri de guerre déchire le ciel. Ils ne viennent pas seulement sauver un homme, ils viennent sauver leur honneur. Les Espagnols, focalisés sur ce diable solitaire, n'ont pas vu venir la contre-attaque. Ils sont pris au dépourvu. La cavalerie française percute la colonne espagnole avec la violence d'un train de marchandises. Les lances se brisent, les chevaux hennissent, les hommes volent. Le mur de boucliers espagnols explose sous l'impact. Bayard, galvanisé par l'arrivée de ses frères d'armes, trouve un second souffle. Il ne s'effondre pas de fatigue. Au contraire, il repart à l'attaque. Il rejoint la mêlée, non plus seul, mais à la tête d'une meute de loups enragés. Les rôles s'inversent brutalement. Les chasseurs deviennent les proies. Les Espagnols, qui quelques instants plus tôt riaient de ce chevalier solitaire, sont maintenant pris de panique. Ils sont bousculés, jetés dans le fleuve, piétinés. La peur change de camp. Ils réalisent qu'ils ne se battent pas contre une armée ordinaire, mais contre des hommes inspirés par un dieu de la guerre vivant. La colonne espagnole ondule, se brise, et commence à refluer en désordre vers l'autre rive. Le pont est sauvé. L'artillerie française est sauvée. L'honneur est sauf. Au milieu du chaos, Bayard s'arrête, enfin. Il est couvert de boue et de sang, de la tête aux pieds. Son épée pend au bout de son bras engourdi. Il respire bruyamment, la vapeur sortant de son aume comme la fumée d'une forge. Autour de lui, ses compagnons le regardent avec une sorte de révérence sacrée. Ils savent qu'ils viennent d'assister à un miracle. Pas un miracle divin, mais un miracle de volonté humaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui va suivre est peut-être encore plus extraordinaire que le combat lui-même, car l'écho de cet exploit va traverser le fleuve, traverser les lignes ennemies et atteindre les oreilles de l'homme le plus puissant de l'armée adverse. Gonzalve de Cordoue, le grand capitaine espagnol, apprend ce qui s'est passé. On lui raconte qu'un seul Français a bloqué 200 de ses meilleurs hommes. On lui décrit la fureur, la technique, l'invincibilité de ce chevalier. Et là, au lieu de la colère, c'est un autre sentiment qui envahit le général ennemi. Le respect. Un respect profond, absolu, que seuls les grands guerriers peuvent ressentir pour leurs égaux. Il demande le nom de cet homme, on lui répond « C'est le seigneur de Bayard ». Gonzalve hoche la tête. Il comprend pourquoi ces hommes ont échoué. On ne bat pas une légende avec des soldats ordinaires. Cet événement marque un tournant psychologique majeur. Bayard n'est plus seulement un capitaine français. Il devient une figure mythique, respectée et crainte par toute l'Europe. Les Espagnols, pourtant fiers et arrogants, commencent à développer une véritable obsession pour lui. Ils veulent le voir, lui parler, le toucher, pour vérifier qu'il est bien fait de chair et d'os. Bayard devient l'incarnation vivante de l'idéal chevaleresque, celui que même ses ennemis rêvent d'imiter. Dans les jours qui suivent, alors que les escarmouches continuent, une trêve tacite semble entourer Bayard. On raconte même que des officiers espagnols envoient des messagers pour lui demander s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose,
c'est du jamais vu. La haine de la guerre s'efface devant la grandeur de l'individu. Bayard a transcendé le conflit. Il a élevé l'art de la guerre à un niveau où la nationalité s'efface devant la pureté du courage. Mais ne vous y trompez pas. Ce respect n'est pas de la faiblesse. C'est la reconnaissance que Bayard possède, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que le nombre ne peut pas vaincre. Il possède l'héritage de fer, une force intérieure inébranlable qui puise sa source dans une certaine idée de la France. Une France qui ne courbe pas l'échine, une France qui se dresse seule contre tous quand la tempête fait rage. Le pont du Garigliano est devenu un symbole. Ce n'est plus un simple assemblage de planches au-dessus d'une rivière italienne. C'est le monument invisible de la ténacité française. C'est la preuve qu'un homme déterminé peut changer le cours de l'histoire. Si Bayard avait cédé, si Bayard avait reculé d'un pas, l'armée française aurait été anéantie. L'histoire de l'Europe aurait été différente. Mais il a tenu bon. Et c'est là, mes amis, que réside la véritable leçon de cette bataille. Ce n'est pas une leçon sur l'escrime ou la tactique militaire, c'est une leçon sur l'esprit. Dans nos vies modernes, confortables, nous avons oublié ce que signifie vraiment tenir bon. Nous avons oublié ce que c'est que de se retrouver dos au mur, sans espoir, et de décider, contre toute logique, de se battre quand même. Bayard nous rappelle que la victoire ne appartient pas toujours aux plus nombreux ou aux plus riches. Elle appartient à ceux qui ont le cœur le plus solide. Imaginez un instant l'impact de cet exploit sur les soldats français ce soir-là. Le soir, autour des feux de camp, alors que la pluie cessait enfin, on ne parlait que de lui. Les visages fermés, marqués par la défaite, s'éclairaient d'une lueur nouvelle. Bayard a tenu le pont. Cette simple phrase circulait comme une traînée de poudre. Elle redonnait de la colonne vertébrale aux plus lâches, du courage aux plus épuisés. Si un seul d'entre eux pouvait faire ça, alors tout n'était pas perdu. L'armée française n'était pas morte. Elle avait juste besoin d'un exemple. Et quel exemple! Ce jour-là, Bayard n'a pas seulement sauvé des vies, il a sauvé l'âme de l'armée. Il a forgé un mythe qui allait inspirer des générations de soldats français, de Rocroi à Verdun. L'idée que le soldat français, quand il est bien commandé ou quand il est poussé dans ses derniers retranchements, est capable de prodiges qui définent l'imagination. C'est l'ADN de notre histoire militaire. C'est ce qui fait que, siècle après siècle, malgré les défaites et les épreuves, la France s'est toujours relevée. Alors que la nuit tombe sur le Garigliano, Bayard retire enfin son casque. Son visage est marqué, ses yeux cernés, mais son regard est clair. Il ne cherche pas la gloire, il ne demande pas de médaille, il a fait son devoir, simplement, parce qu'il est Bayard, parce qu'il est sans peur et sans reproche, et parce qu'il sait, au fond de lui, que certaines choses sont plus importantes que la vie elle-même, l'honneur, la fidélité et le refus absolu de la soumission. C'est cette image que je veux que vous gardiez en tête, pas celle d'un surhomme de bande dessinée, mais celle d'un homme épuisé, seul sur un pont, qui a dit non. Non à la fatalité, non à la défaite, non à l'ennemi. Et ce non a résonné si fort qu'il traverse les siècles pour nous parvenir aujourd'hui, intact, puissant et plus nécessaire que jamais. Après une telle démonstration de puissance, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que le rideau tombe sur une victoire éclatante. Mais la réalité est encore plus fascinante, car c'est dans les lendemains de l'exploit que se mesure la véritable grandeur d'un homme. Le Garigliano n'a pas seulement brisé une charge espagnole,
où il a brisé quelque chose de bien plus profond chez l'ennemi, leur certitude de supériorité. Imaginez l'état psychologique du camp espagnol le lendemain matin. Ces hommes, qui se voyaient déjà maîtres de l'Italie, qui méprisaient ces Français en retraite, se réveillent avec un goût amer dans la bouche. Ils regardent ce pont maudit, toujours là, toujours debout, et ils ne peuvent s'empêcher de frissonner. Chaque soldat espagnol qui a croisé le fer avec Bayard et qui a survécu raconte la même histoire, amplifiant chaque détail. Il était grand comme un géant, disent les uns. Son épée brillait d'une lueur rouge, murmurent les autres. Le mythe est en train de naître et il est contagieux. C'est là que réside le véritable génie involontaire de Bayard. En tenant ce pont, il n'a pas seulement gagné une bataille tactique, il a gagné la bataille des esprits. Il a instillé le doute. Et à la guerre, le doute est un poison mortel. Si un seul Français peut faire ça, que se passera-t-il si toute leur armée décide de se battre avec la même rage? Cette question hante désormais l'état-major espagnol. Gonzalve de Cordoue lui-même, malgré son génie, doit revoir ses plans. Il ne peut plus simplement écraser les Français, il doit les respecter. Il doit manœuvrer avec prudence, craignant que chaque buisson, chaque colline ne cache un autre Bayard. Cette prudence, forcée, offre à l'armée française ce dont elle avait le plus besoin, du temps. Le temps de panser ses plaies, de regrouper ses forces, de réorganiser ses lignes. Le sacrifice d'énergie de Bayard a acheté la survie de milliers d'hommes. C'est l'effet papillon appliqué à la guerre. La volonté d'un seul individu modifie le destin de milliers d'autres. Mais revenons à Bayard lui-même. Comment un homme gère-t-il le fait de devenir une légende vivante du jour au lendemain? La plupart des hommes auraient pris la grosse tête. Ils auraient demandé des titres, des terres, de l'or. Ils auraient paradé à la cour du roi, racontant leur exploit à qui veut l'entendre. Pas Bayard. Et c'est précisément cela qui le rend unique, presque anachronique. Pour lui, ce qu'il a fait sur le pont n'était pas exceptionnel, c'était normal. C'était son travail. C'était ce qu'on attendait d'un chevalier de France. Cette humilité désarmante renforce encore son aura. Ces hommes le voient nettoyer lui-même son armure, s'occuper de son cheval, partager la maigre pitance du soldat. Il ne se place pas au-dessus d'eux, il est parmi eux. Il est le premier à se lever, le dernier à se coucher. Il devient une boussole morale. Dans cette armée en déroute, où la corruption et le découragement règnent souvent, Bayard est un phare de pureté. Il rappelle à chacun pourquoi ils se battent. Non pas pour l'argent d'un mercenaire, mais pour l'honneur d'une nation. Il y a une anecdote qui illustre parfaitement ce caractère. Peu de temps après l'exploit du pont, on raconte que Bayard a capturé un trésorier espagnol, transportant une somme colossale en or. Selon les lois de la guerre de l'époque, cet or lui appartenait de droit. C'était sa prise, sa fortune assurée, pour le restant de ses jours. N'importe qui aurait gardé le butin. Bayard, lui, a pris l'or et l'a distribué intégralement à ses soldats, pièce par pièce, sans rien garder pour lui. « Ce que mes bras gagnent, mes mains le donnent », disait-il. Imaginez l'impact d'un tel geste. Ces soldats ne l'aimaient pas seulement parce qu'il était fort, ils l'aimaient parce qu'il était juste. Ils auraient suivi cet homme jusqu'aux portes de l'enfer et au-delà. C'est cette combinaison rare de puissance martiale terrifiante et de noblesse d'âme absolue qui forge le chevalier sans peur et sans reproche. Sans peur face à 200 Espagnols sur un pont. Sans reproche face à l'or et à la gloire facile. C'est un équilibre parfait, presque impossible à atteindre, et pourtant, il l'a incarné chaque jour de sa vie.
Le Garigliano n'est donc pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. C'est la manifestation éclatante d'une vie entière dédiée à l'excellence. Bayard s'était préparé à ce moment depuis son enfance. Chaque entraînement, chaque blessure, chaque privation l'avait mené à ce pont. Il était prêt. Et quand l'histoire a frappé à sa porte, il a répondu présent avec une autorité foudroyante. Mais regardons plus large. Que nous dit cet événement sur la France elle-même? À cette époque, la France est en train de changer. Elle sort du Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Les vieilles valeurs féodales s'effritent. L'artillerie change la guerre. L'argent devient roi. Et au milieu de cette mutation, Bayard se dresse comme le gardien des anciennes vertus. Il prouve que la technologie, le nombre, la modernité ne peuvent rien contre la valeur individuelle pure. Il est la preuve vivante que l'homme reste le facteur déterminant de l'histoire. C'est un message puissant pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde technologique où l'on nous dit que tout est question d'algorithmes, de statistiques, de forces globales qui nous dépassent. Le Garigliano nous crie le contraire. Il nous crie que l'individu compte, qu'une seule personne, avec assez de courage et de détermination, peut bloquer la machine, peut inverser le courant, peut faire mentir les pronostics. Bayard est l'anti-fatalité. Et c'est pourquoi les Espagnols, nos grands rivaux de l'époque, ont fini par l'adopter dans leur propre panthéon de héros. Il y a une forme de fraternité guerrière qui transcende les frontières. Quand Bayard mourra, bien des années plus tard, tué non pas par une épée mais par une arquebuse, symbole de cette guerre moderne, lâche et impersonnelle, qu'il détestait, ce sont les généraux ennemis qui pleureront le plus sincèrement. Ils savaient qu'avec lui, c'était une certaine idée de la grandeur qui s'éteignait. Mais sur le pont du Garigliano, en 1503, Bayard est bien vivant. Il est au sommet de son art. Il est l'épée de la France. Et cet exploit va résonner bien au-delà des frontières italiennes. Les cours européennes vont se passionner pour ce récit. Le roi Louis XII lui-même, en apprenant la nouvelle, dira que Bayard est l'honneur de son règne. C'est la consécration suprême. Pourtant, ne perdons pas de vue la réalité physique du combat. Les historiens militaires ont analysé la topographie du lieu. Le pont était long, étroit, sans parapet solide. Une chute signifiait la noyade dans une eau glaciale, alourdie par l'armure. Chaque mouvement de Bayard devait être calculé au millimètre. Un pas de trop, à gauche, c'était la mort. Un pas de trop, à droite, c'était la mort. Il a combattu en équilibriste, sur le fil du rasoir, pendant des heures. Cette maîtrise de l'espace est tout aussi impressionnante que sa force brute. Il a transformé son environnement en armure supplémentaire. Il a fait du pont son complice. C'est une leçon de stratégie. Ne subissez pas le terrain, utilisez-le. Transformez vos contraintes en avantages. Bayard était en infériorité numérique. Il a créé une situation où le nombre ne comptait plus. Il était épuisé. Il a utilisé la peur de l'ennemi pour les faire hésiter et gagner de précieuses secondes de répit. C'est l'intelligence du combat à son paroxysme. Ce n'est pas seulement un guerrier qui frappe fort, c'est un esprit tactique brillant qui analyse et s'adapte en temps réel. Alors, quand vous penserez à Bayard, ne voyez pas juste une brute épaisse en armure. Voyez un esprit vif, calculateur, un athlète de haut niveau, un meneur d'hommes charismatiques et un stratège intuitif. Voyez l'homme complet, l'homme total, celui qui a su réunir toutes les qualités nécessaires au moment précis où le destin l'exigeait. C'est cette complétude qui fait de lui le modèle absolu, l'étalon or du guerrier français. Et c'est pour cela que l'héritage de fer
doit porter son nom haut et fort, parce que nous ne célébrons pas la guerre pour la guerre. Nous célébrons ces moments où l'humanité se dépasse, où elle touche au sublime dans l'adversité. Le pont du Garigliano est l'un de ces sommets, un pic de gloire immaculé qui domine la plaine de notre histoire. Et tant qu'il y aura des gens pour raconter cette histoire, tant qu'il y aura des cœurs pour vibrer au récit de cet homme seul contre tous, Bayard ne mourra jamais vraiment. Il sera toujours là, sur son pont, prêt à défendre ce qui est juste, épée au clair, défiant l'impossible avec un sourire en coin. Cette image est bien plus qu'un simple souvenir historique. Elle est la colonne vertébrale de notre identité. Car Bayard, ce jour-là, a prouvé une vérité fondamentale que le monde moderne essaie désespérément de nous faire oublier. La qualité l'emportera toujours sur la quantité. La masse est aveugle, lourde, hésitante. L'élite est tranchante, rapide, décisive. Un seul homme, s'il est habité par une volonté de fer, pèse plus lourd dans la balance du destin qu'une armée d'hommes tièdes. C'est cela, la véritable signification de l'héritage de fer. Ce n'est pas seulement le métal des épées ou la fonte des canons, c'est le fer dans l'âme. C'est cette capacité française, unique au monde, à transformer une situation désespérée en une victoire éclatante par la seule force du panache. Les Spartiates aux Thermopyles sont morts pour créer leur légende. Bayard, lui, a survécu pour écrire la sienne. Il a vaincu, il a repoussé l'envahisseur, il a fait plier Lech